Bonjour à tous. Nous aurions dû commencer cette table ronde par la diffusion d'une bande-annonce d'un film qui va sortir en février 2019 et qui parle donc, qui s'appelle Food Evolution, qui est déjà diffusé aux États-Unis depuis un moment et qui sera donc en version française en février 2019. Et le distributeur du film est là d'ailleurs. Il nous a rendu visite tout à l'heure, mais il doit être dans la salle. Donc on verra cette bande-annonce. Et c'est une bande-annonce qui est relative spécifiquement aux questions des biotechnologies végétales et donc sur les OGM. On aurait entendu un certain nombre dans cette bande-annonce de points de vue différents. D'une part, de personnes qui font état qu'ils ont confiance. Avant de formuler une opinion, ils se renseignent sur l'état du consensus scientifique et des experts, et c'est la base de ce qu'ils racontent. D'autres personnes expliquent qu'elles font d'abord confiance aux médias sociaux et qu'ils n'ont pas confiance dans tous les discours institutionnels qu'on entend à droite à gauche. Bref, cette bande-annonce démontre ce à quoi on est confronté dans les débats publics. Et on lance la bande-annonce, et après on reprendra les discussions. La survie de notre espèce dépend depuis toujours des progrès de l'agriculture. Le changement climatique va accélérer le débat sur comment nourrir la planète. C'est à cause de ces multinationales. C'est une question d'argent et de pouvoir. C'est beaucoup plus facile de vendre de la peur que de la science. Si on n'a pas à manger, alors on va voler, on va tuer quelqu'un. Alors comment prendre les bonnes décisions sur la façon de nous alimenter ? Les trois lettres les plus effrayantes de notre langue sont OGM. Je me suis demandé combien de personnes savaient vraiment ce que c'était. Je ne sais pas. Je sais que c'est mauvais. Le génie génétique est une forme moderne de culture. L'objectif est d'ajouter des caractéristiques utiles dans les aliments. Je suis inquiète des maladies que peuvent provoquer les OGM. Plus malade. Autisme. Contracter facilement une hépatite. Cancer. VIH. Il n'y a absolument aucune preuve de risque pour la santé. On ne fait jamais confiance à une opinion. On regarde le consensus des experts dans le domaine. Je ne crois pas que les OGM soient dangereux à la consommation. Il n'y a pas de compromis possible. Ils ne peuvent pas coexister. Si c'est une planète bio vers laquelle on se dirige, on verra toutes les forêts se faire détruire, juste pour nourrir l'humanité. C'est une chose sur laquelle je vais me pencher. Elle peut affirmer des choses complètement insensées à entendre. Franchement, je fais confiance aux médias sociaux, plus que la plupart des docteurs, que l'Institut de veille sanitaire, que l'ANSES ou que le ministère de l'Agriculture, des choses comme ça. On est formaté pour avoir une opinion et c'est tout. On prend des décisions à partir de nos tripes. C'était quand la dernière fois que vous avez changé d'avis ? Nos intentions étaient louables. On essayait de protéger l'avenir de la planète et la santé de nos enfants. La question qui se pose est comment sait-on que les OGM sont l'ennemi ? Et si on s'était trompé ? Vous savez, ce qui est bien avec la science, c'est que c'est vrai, que vous y croyez ou non. Vous voyez, c'est... De que croire est bien la question centrale, une des questions centrales là-dedans. J'ai bien écouté les différentes interventions, Yves Bréchet par exemple sur la question de la croyance, mais on ne peut pas tout savoir. Donc au bout du compte, le citoyen est bien confronté à une question de croyance et il est si on regarde la question du fond, il est assailli de multiples points de vue. Sur un côté, vous voyez, les OGM sont des poisons, le poison est dans le pré, là vous reconnaissez les unes du Nouvel Observateur. En dessous, vous retournez du Nouvel Observateur, vous avez la communication, parce que c'est plus de la communication que des études de génération future. Et puis dans le même temps, j'ai remis sur la droite des choses qu'on a entendues dans les décryptages d'Europe 1, par exemple, sur la question, donc suite au scoop ou au buzz de génération future sur la présence de résidus de glyphosate dans les céréales de petit déjeuner. Et puis pas qu'en France, puisque il y a l'extrait de Food Ethical Toxicology. Que croire ? Mais l'autre question aussi, c'est savoir qui croire. Parce qu'en fait, il n'y a pas simplement le fond.
En fait, les sources d'information sont nombreuses. Hein. Et de la presse Wikipédia, les médecins, chacun a la communication des entreprises, bien sûr, hein, et les communications institutionnelles. Donc, que croire, qui croire? C'est ce à quoi on est confronté dans la plupart des controverses à l'interface entre sciences, technologies et société, qui ont été évoquées dans les différentes tables rondes qu'on a vues jusqu'à maintenant et qu'on va évoquer maintenant dans la table ronde d'agriculture. Donc cette table ronde d'agriculture, je ne vais pas parler plus longtemps. Donc sans plus attendre, Yvette, c'est à toi que l'ordre alphabétique permet de commencer. Et que croire, qui croire, la science est inaudible, qui est le thème de cette table ronde. Qu'en est-il sur la question des biotechnologies et des semences, s'il te plaît? Alors 3 minutes chacun. 3 minutes, c'est rapide. Hein. Oui, alors il a déjà été question aujourd'hui d'OGM à plusieurs reprises. Et je dois dire que je partage tout ce que j'ai entendu. En particulier, il a été question aussi de la façon dont les scientifiques allaient s'informer il y a un certain temps. Et ils se disaient, lorsqu'ils tombaient sur un problème qu'ils ne connaissaient pas, qui puis-je aller voir pour avoir une information sur ce sujet qui n'est pas dans ma spécialité. Alors je pouvais aller voir mon voisin de palier à l'école normale supérieure, qui était Christian Lévesque, et qui me renseignait. Bon, c'est une habitude qui est complètement perdue maintenant. On se précipite sur Internet et on regarde ce que l'on veut voir. Je suis généticienne et en amélioration des plantes, on a toujours utilisé les progrès scientifiques, les progrès en pathologie végétale, les progrès en physiologie végétale, les progrès en agronomie. En fait, l'amélioration des plantes, c'est une science de synthèse. Quand la génétique moléculaire est arrivée, on a accepté assez volontiers le marquage génétique. Par contre, la transformation génétique, la première plante transformée, je vous le rappelle, a été créée en 1983. La transformation génétique a très vite débouché sur des tollés. Je me souviens d'un colloque de l'Association européenne de l'amélioration des plantes en 1989 en Allemagne, un colloque qui était bien gardé par les policiers allemands qui empêchaient les manifestants de rentrer. En France, nous étions un peu tranquilles à cette époque-là. Et nous avons créé la commission du génie biomoléculaire, qui est devenue plus tard le HCB, en pensant que nous allions peut-être déjouer un certain nombre de difficultés. La commission du génie biomoléculaire a travaillé, néanmoins, on voyait passer des interrogations qui étaient adressées au président de l'INRA, et que devient le pollen dans le cas des OGM, et qu'est-ce que nous allons manger, enfin toutes sortes de questions qui peu à peu sont montées en puissance et qui ont fait que les destructions que vous connaissez ont débuté par les serres du CIRAD, par toutes les destructions d'essais dont vous avez entendu parler. Ce que je voudrais noter, c'est que pour les destructions d'essais, je ne parle pas de la vigne qui était dans un cas un petit peu particulier, les journaux ont tout de suite affiché en grand que les destructeurs avaient été relaxés. Ça, c'était en première instance. Mais ce qu'ils ne disaient pas, ou qu'ils disaient par un simple petit entrefilet, c'est que lorsque le procès était mené en appel, les faucheurs volontaires ont toujours été déclarés coupables. Et j'ai témoigné à plusieurs procès, je peux vous assurer que les faucheurs volontaires n'avaient pas beaucoup d'arguments scientifiques, qu'ils étaient vraiment endoctrinés. Ensuite, un autre point qui m'a beaucoup frappé dans toute cette évolution, là je passe vite, c'est le fait que très rapidement, les instances scientifiques, les instances d'experts n'étaient plus crédibles. C'est-à-dire que les avis de la commission du génie biomoléculaire étaient remis en cause par les opposants. Les avis ça s'appelait l'AFSA, à l'époque, n'étaient pas suivis, ou n'étaient pas crus, et les avis de l'EFSA non plus. Donc on laissait à la commission à Bruxelles le soin
de décider. Elle n'arrivait pas à décider. Enfin, toujours est-il que ça a créé un flou autour de cette technique qui les a complètement desservis, avec une désinformation complète par les ONG et évidemment aussi, et je trouve qu'ils ont une très grosse responsabilité dans l'affaire, par les journalistes. Au total, on a abouti à cette interdiction totale. On aboutit à la déshérence par les jeunes de ces secteurs de recherche. Plus aucun ne veut travailler en biologie moléculaire parce qu'ils disent qu'ils vont être à la solde de Monsanto. Donc, c'est plus la solde de Monsanto, mais c'est pareil, c'est la solde des industriels. Et aujourd'hui, ce mouvement que je qualifierais aussi de citadins, parce qu'il y a beaucoup de citadins qui ne connaissent pas l'agriculture, va beaucoup plus loin parce qu'il se traduit par une remise en cause de toute la sélection végétale. On ne veut plus des variétés telles qu'elles étaient, telles qu'elles sont inscrites aujourd'hui. Cette inscription constitue pourtant une sécurité pour l'utilisateur et pour le consommateur, mais on veut plus de ça. Enfin, on voudrait finalement, on a tout juste évité au moment de la loi sur l'alimentation que tout un chacun puisse se faire producteur de semences pour les vendre aux jardiniers. Bon, le Conseil constitutionnel a dit que cette phrase devait être remise en cause, mais ça veut dire qu'on allait, pour les jardiniers, bien sûr, c'est pas pour les agriculteurs, on allait détruire tout un système de protection des utilisateurs. Et puis on voit s'installer aussi toute une publicité pour semer des semences locales. Alors vous allez voir maintenant dans les jardins publics, non seulement les herbes indésirables, puisqu'on a l'interdiction d'utiliser tout produit phytosanitaire, mais aussi des parterres ensemencés de plantes dites locales, parce qu'on les trouve en même temps au bord des routes ou dans les champs. Et les NBT, vous allez me dire, les nouvelles biotechnologies, quel sort ont-elles et quel sort vont-elles avoir? Alors le sort qu'elles vont avoir, malheureusement, je ne le connais pas. Le sort qu'elles ont aujourd'hui, il est assez grave, parce que il y a eu une... J'ai dépassé mes 3 minutes, Michel, non, ça va? Oui. Ah. Bon, il y a eu un avis de la Cour de justice européenne qui a été très défavorable, qui mettrait en cause, s'il est suivi, s'il est appliqué par la Commission, qui mettrait en cause toute la sélection traditionnelle également. Et heureusement, une petite lueur d'espoir, un rapport de la Commission scientifique européenne, le SAM, qui revient sur ces dispositions prévues par la CGUE et qui voudrait remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Voilà. Excuse-moi d'avoir... Oui. C'est marrant, je m'y attendais un petit peu au dépassement. Oui. Bon, André, et toi, en quoi la science est inaudible dans le domaine des produits phytosanitaires? Alors, bonjour à tous. J'ai bu du petit lait tout à l'heure en écoutant l'exposé de Monsieur Parier, parce que ce que vit la pharmacie, on le vit sur les pesticides traditionnellement. Tous les jours, il y a une nouvelle interpellation concernant l'utilisation des produits phytosanitaires. Ça va du glyphosate aux néonicotinoïdes, aux enfants sans bras, au chlorpyrifos, c'est le dernier. Et puis à ces mouvements des coquelicots qui veulent interdire tous les pesticides ou tous les produits de protection des cultures qui sont de synthèse. Alors la synthèse, après, on ne sait pas où ça commence, où ça finit. Moi, ce que je veux dire, c'est que ça fait 40 ans que je travaille dans la protection des cultures. C'est une nécessité. C'est une nécessité pour la sécurité alimentaire, aussi bien qualitative que quantitative. Et je connais aucun agriculteur au monde qui va laisser ses cultures se faire dévorer par quelque insecte ou quelques maladies ou quelques mauvaises herbes que ce soit. Et c'est d'ailleurs vrai aussi pour les jardiniers. Alors, au niveau mondial, il y a eu des estimations. C'est à peu près 35% de la production mondiale qui disparaît sous les dégâts de ce qu'on appelle les bioagresseurs, c'est-à-dire tous ces organismes qui s'en prennent aux récoltes.
Et donc, vous voyez, 35%, c'est quand même un tiers de la production mondiale. On ne peut pas laisser ça de côté, c'est pas possible. Donc, il faut des solutions de protection des cultures. Alors, elles ne sont pas forcément que chimiques, il y a d'autres possibilités. Il y a des méthodes prophylactiques, il y a des méthodes mécaniques. Et je voulais juste vous signaler un produit qui va connaître un essor fantastique, qui est déjà très très utilisé dans le monde, dont personne ne parle, qui s'appelle le PTB. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le PTB. C'est « prends ta binette ». Alors, il y a d'autres techniques, l'utilisation des variétés résistantes, donc Yvette vient d'en parler. Et puis actuellement, la grande mode, c'est le biocontrôle. Alors, je voudrais dire quelques mots sur le biocontrôle. Biocontrôle, ça a été un relooking de ce qu'on appelait la lutte biologique autrefois. Voilà, mais c'est quasiment la même chose, c'est un petit peu de marketing autour. C'est une approche à base de macro-organismes. Alors, je suis désolé, c'est un peu un jargon. Les macro-organismes, c'est les coccinelles. Voilà, on utilise des coccinelles, si je fais un peu simple. Des micro-organismes, des médiateurs chimiques et des substances d'origine naturelle. Mais on a tendance à croire et on a tendance à lire dans les journaux que tout ce qui est naturel est sans risque. Or ça, c'est une erreur majeure de l'information qui est donnée sur les méthodes de protection des cultures. Je veux juste vous citer un cas. On parle beaucoup de l'huile de Neem, donc qui est utilisée comme insecticide, notamment pour l'agriculture biologique. L'huile de Neem est un perturbateur endocrinien. Voilà. Mais il a été autorisé parce que voilà, il y avait une pression pour mettre en œuvre des produits naturels. Alors, ce que je veux dire à travers ça, c'est que ce soit du biocontrôle, que ce soit des pesticides, toutes ces solutions nécessitent des études. Et ce qui me navre, c'est que dans l'information qui est donnée, on a la chance d'avoir une agence d'évaluation des produits phytosanitaires qui s'appelle l'ANSES en France et pour lequel vous payez tous des impôts. On a la même chose au niveau européen et ces deux agences sont chargées d'évaluer les risques avec ces produits. Donc les produits qui sont sur le marché, à la connaissance d'aujourd'hui, au niveau de connaissance scientifique d'aujourd'hui, ont été évalués par rapport aux risques, que ce soit pour les individus, les consommateurs et l'environnement. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans ces évaluations chimiques, alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la directive REACH. Directive REACH, c'est 114 000 molécules qui étaient concernées, qu'on peut trouver dans notre environnement d'une manière générale. 114 000 molécules. Les experts ont dit on ne peut pas évaluer 114 000 molécules, ça fait beaucoup trop. Donc on va en prendre que 30 000, les plus importantes, les plus préoccupantes. Très bien. Sur ces 30 000, il y en a 484 qui sont des produits phytosanitaires, qui sont déjà largement évalués. Et il y en a donc, alors je n'ai pas fait le calcul, 30 000 moins 484, pour lesquels les évaluations sont en cours. Donc, voilà. Toutes ces solutions, elles ont tout un objectif, que ce soit du biocontrôle, que ce soit des variétés résistantes, que ce soit de la chimie, c'est d'allier l'efficacité et un impact aussi minimum que possible sur la santé et l'environnement. Croire qu'un produit de protection des cultures n'aura pas d'impact, c'est une erreur. Il y aura toujours un impact. Ils sont même faits pour ça. L'important, c'est de savoir quel impact, est-ce qu'on accepte le risque ou on ne l'accepte pas, et que la décision finale d'autorisation ou de non-autorisation soit prise sur ces bases-là, sur ces bases scientifiques. Voilà, et je voudrais terminer, et je rejoins donc ce qui a été dit sur la pharmacie et la médecine. Il n'y aura pas de bonne santé humaine ni de bonne santé vétérinaire sans une bonne santé végétale. Et donc c'est un concept qu'on appelle One Health. Voilà, et j'espère que ce concept va prendre de l'ampleur. En tout cas, il est soutenu par beaucoup d'organisations internationales. Merci André. Et donc Christian, ancien président de l'Académie d'agriculture, spécialiste de la biodiversité. C'est à toi la parole. Alors, compte tenu du temps imparti, je vais être extrêmement bref, voire caricatural, mais je vais essayer de pointer du doigt quelques incohérences entre les faits et l'élaboration des lois en matière d'environnement. Alors, je suis un fanat des westerns, et dans les westerns, on dit le monde se divise en deux. Il y a ceux qui tiennent le revolver et ceux qui creusent. Ceux qui tiennent le revolver, ce sont ceux qui élaborent les lois, et ceux qui creusent, ce sont en partie les agriculteurs, parce qu'effectivement, ils sont sous la contrainte d'un certain nombre de lois que j'appelle parfois des lois scélérates, mais c'est mon expression à moi. Bon, alors, quand on entend les médias et quand on regarde un peu les publications de ces fameuses ONG environnementales, le discours est très simple, la rhétorique est très simple.
l'homme détruit la nature. Vous savez, ça, vous l'avez entendu, on ne parle que de ça à la télé et à la radio. L'homme détruit la nature, donc il faut mettre la nature à l'abri des exactions de l'homme. Voilà. Et quand on veut être proactif, on va faire de la restauration pour restaurer les systèmes dans l'état avant les perturbations. C'est le retour à l'état antérieur. Voilà, en gros, je suis caricatural et on peut avoir des nuances, mais le discours qui est tenu. Bien, quand on regarde les faits, quand on regarde notre nature en France, je ne vous parle pas d'Amazonie, je ne vous parle pas de Bornéo, en France, qu'est-ce que c'est que les milieux naturels en France? C'est les bocages. Les bocages, c'est quoi? Des milieux naturels. La Camargue, haut lieu de naturalité, c'est quoi? C'est un milieu complètement anthropisé, artificialisé entre l'agriculture et les salins du Midi. La gestion de l'eau a permis d'avoir de l'élevage de taureaux, mais aussi de flamants roses, parce que c'est un milieu pour l'élevage du flamant rose. Ça n'est pas un milieu naturel. Hein. Et puis on peut multiplier les alpages, nos grandes zones humides, etc. Tous, la Brenne, les Dombes, voilà, la Sologne, tout ça, ce sont des milieux artificiels. Et c'est ces milieux qu'on cherche à protéger. Alors l'homme détruit la nature. Moi, je veux bien. Enfin, quand même, il ne faut pas me faire avaler que notre nature en France est une nature vierge et naturelle. Elle a été co-construite pendant des siècles, voire des millénaires, par les activités agricoles et par des processus spontanés, c'est-à-dire que la nature, enfin, les espèces ont leur dynamique propre, mais c'est quand même la conjonction des deux qui a créé nos systèmes et ceux qu'on veut conserver. Voilà, donc c'est quand même une petite incohérence. Le deuxième, c'est que ces mêmes ONG environnementales vous présentent toujours l'aspect sympathique, idyllique de la nature. Bien sûr, c'est merveilleux la nature, on aime s'y promener, on aime s'y reposer. Ouais, moi j'ai travaillé en Afrique, et je peux vous dire que je vous emmène en Afrique, et quelques jours après, vous reviendrez un peu désabusé de la belle nature vierge et pristine, après avoir été piqué par les moustiques, les simulis, les taons et bien d'autres choses. Et nos agriculteurs savent très bien que la nature, c'est une source inépuisable de nuisances. Hein. Les ravageurs de culture, c'est quand même, ça existe. Hein. Même si le terme nuisible est devenu un terme qu'on ne peut plus prononcer, parce que c'est pas bien nuisible, hein. Mais les problèmes existent, ils existent toujours. Alors on fait quoi, hein? On supprime les insecticides, oui, d'accord, on va supprimer les médicaments aussi, pourquoi pas, après tout, on pourrait se guérir avec la phytothérapie, hein. Bien sûr, on le faisait autrefois, donc revenons à un état antérieur, à l'état où autrefois on se soignait, paraît-il, avec les plantes. Donc voilà, et puis le dernier point, parce que je vais être censuré, c'est la question de la stabilité, la grosse question, le concept vraiment toxique de l'équilibre de la nature. Équilibre de la nature, ça c'est culturel, on a tous été baignés dans cette idée que la nature est en équilibre, la nature fait bien les choses, etc., qui est en droite ligne issue du créationnisme. Hein, le Dieu a créé un monde parfait, donc ce monde il ne peut pas bouger, il est en équilibre. Quand on fait, c'est ce que j'appelle le mythe du culbuto. Vous connaissez le culbuto, hein, le culbuto c'est un jouet, hein, avec un fond assez dense. Quand vous le faites basculer, il va revenir à son point de départ. Ben, c'est un peu l'idée de ce culbuto qui est dans l'équilibre de la nature. Alors, les scientifiques, ils savent très bien que la nature n'a jamais et ne sera jamais en équilibre. Jamais. D'abord parce que le climat change, d'abord parce que vous avez des espèces qui arrivent de différents horizons avec le changement climatique, mais aussi avec l'aide des hommes et qui vont se naturaliser dans les milieux naturels. J'en ai des nombreux exemples dans les milieux aquatiques que je connais plus particulièrement. Donc voilà, nous sommes face à des situations où on est en pleine déshérence. D'une part, vous avez des lois, et je les ai un peu épluchées, la directive cadre sur l'eau, les Grenelles de l'environnement, trame verte et bleue. Oh là là, je pourrais vous citer des perles dans ces textes. Et puis les lois sur la biodiversité. Hein, la loi sur la biodiversité, vous avez un comité d'experts, ou soi-disant experts, qui va dire aux agriculteurs ce qu'ils doivent faire. Alors, moi, quand même, je rappelle que l'agriculture a créé nos systèmes écologiques. Je sais, et je ne fais pas de négationnisme, il y a eu des excès. La révolution verte a entraîné un certain nombre d'excès en matière d'arrachage des haies, de pesticides. Oui, bien sûr, il y a eu des excès. Mais
tout ça, c'est un peu aussi du passé. On est revenu quand même à des situations beaucoup plus raisonnables. Et je crois que la logique, le bon sens, en tout cas parce que je parle souvent de bon sens, voudrait qu'on essaie de reconstituer avec les agriculteurs un monde qui nous convienne à tous. Et la question, elle n'est pas de savoir s'il faut recréer un monde qui aurait été bien s'il n'y avait pas eu l'homme. La question, c'est de savoir comment l'homme et les processus naturels peuvent cohabiter pour arriver à faire un monde qui nous est vivable. Et c'est ça la question. Quelle nature voulons-nous? J'avais organisé un colloque il y a presque 20 ans sur cette question. Elle est toujours d'actualité. Voilà. Donc, moi, j'aurais aimé que la protection de la nature s'appuie beaucoup plus sur la science que sur des... Je vais être très clair sur des relents de créationnisme, parce que les ONG telles qu'elles le font à l'heure actuellement sont quand même très marquées par l'idéologie américaine du monde. Et on a parlé ce matin du nombre de créationnistes aux États-Unis. Je pense qu'il y en a aussi en France, mais ils avancent beaucoup plus masqués. Et avec un peu de bon sens, qu'on essaie conjointement de travailler ensemble et pas d'opposer finalement une vision complètement mythique d'une nature à des réalités de terrain qui font que nous devons coexister avec une nature, et cette nature, elle n'est pas immuable. Nous pouvons essayer de la piloter, je dis bien essayer, parce que ce n'est pas toujours simple, mais de faire en sorte que nous soyons dans un monde vivable. Bon, merci Christian. Jean-Sébastien, je te donne la parole. Bien, merci donc de me donner la parole. Je ne sais pas si je vais parler d'écologie, parce que j'ai plutôt parlé pharmacie dans un certain ordre d'idées. Parce que je partage beaucoup de ce qui a été dit par André Fougeroux. On se connaît d'ailleurs depuis très longtemps, puisque j'ai commencé par sévir dans ma carrière dans le milieu agronomique avant de repasser à l'université. Et je voudrais quand même poser un problème qui me tarabuste depuis très longtemps, non pas sur les produits phytosanitaires eux-mêmes, où là je suis d'accord avec lui, sur le fait de respecter ce qui est raconté dans les homologations, les comités scientifiques qu'ils font et tout, notamment dans le cas lamentable du glyphosate, où c'est une histoire tellement aberrante qu'on a du mal à en discuter. On ne peut plus en discuter avec personne, d'ailleurs, étant donné la pression médiatique qui existe sur ce terrain-là. Mais nous vivons quand même une agriculture à deux vitesses, ou très schizophrénique, qui est partagée, alors pas forcément au niveau des agriculteurs qui s'entendent plutôt bien dans la majorité des cas, d'après ce que j'ai vu, mais au moins au niveau des médias et de ce qu'on en dit, entre une agriculture majoritaire qui est fustigée par divers lobbies écologistes comme étant productiviste, et là-dessus, là c'est mon opinion, mais j'insiste, heureusement qu'elle l'est. Heureusement qu'elle l'est, commençons par là déjà, dans laquelle, pour caricaturer, je caricature exprès, mais le traitement phytosanitaire est assez largement systématique pour des raisons de commodité. Il est incorporé d'avance sur l'année dans les calendriers de travaux, avec des incitations par ailleurs à se ravitailler en produits bien avant le besoin, par les coopératives qui jouent le rôle bien, mal, j'en sais rien, mais de pharmaciens sans médecin dans cette affaire-là. Et de l'autre, on a le bio, très contraignant par ailleurs, dépourvu totalement de produits dits de synthèse, pas de produits, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Il y a des choses comme l'huile de NEM, et il n'y a pas si longtemps qu'on a supprimé des produits bio, l'aroténone, qui a quand même été reconnu comme étant une cause de la maladie de Parkinson, assez indubitable, et c'était quand même homologué en bio, et nécessairement plus cher à la vente pour l'instant, et je ne crois pas que ça bouge beaucoup pour ma part. Ça m'étonnerait que ça bouge beaucoup. Il n'y a pas ou peu d'alternatives, et l'agriculture dite raisonnée, on disait autrefois intégrée, pour laquelle j'ai travaillé personnellement pendant des années, qui est basée sur une diagnose précise des antagonistes des cultures, sur la prévision des dégâts, enfin bref, sur le fait de n'intervenir que lorsque c'est nécessaire, a extrêmement mauvaise presse. Alors je ne sais même pas s'il y a la mauvaise presse du côté de ce qu'on appelle les lobbies phytosanitaires, parce qu'ils ne s'expriment jamais. Là-dessus, eux, ils vendent, donc c'est un autre problème. Mais en tout cas, du côté écologiste politique, c'est extrêmement attaqué. Je me souviens d'un dénommé Jean-Pierre Coff, paix à ses cendres,
qui affirmait à la radio il y a quelques années, la protection raisonnée, c'est de la merde, avec l'accent que vous lui connaissiez, j'imagine. C'est du bas de gamme, ce qu'il faut pour manger correctement, c'est du bio. Bon, alors, je donne un exemple quand même du problème. Un exemple qui n'est pas fait pour stigmatiser une filière particulière, mais l'exemple de l'arboriculture fruitière. En 1980, j'étais jeune enseignant, et j'enseignais parce que mon patron me l'avait appris, donc je n'avais pas appris tout seul, que les traitements par an sur pommiers poiriers, c'était beaucoup trop, il y en avait 8 ou 10, et on en appelait à des techniques qui, à l'époque, étaient un peu archaïques, en 1980, de prédiction de la tavelure, des attaques du carpocaps, qui sont les principaux ennemis des pommes et des poires, qui sont aujourd'hui techniques de prévision et d'intervention qui sont aujourd'hui parfaitement au point. Mais où en sommes-nous 38 ans après 38 ans après. J'ai regardé Agreste, la base de données du ministère, qui donne la situation en 2011. Donc, ils n'ont pas, malheureusement pour moi, ils n'ont pas mis à jour leurs statistiques pour le moment. 35 à 42 traitements phytosanitaires par an en conventionnel, et les champions, je dois le reconnaître, c'est le Grand Sud-Ouest, donc on en fait plus ou moins partie en Bretagne. Tout autant en bio, c'est juste pas les mêmes. C'est du soufre, du cuivre, bon, pas innocent pour les sols en particulier, et pas innocent d'une manière générale, et éventuellement de la confusion sexuelle qui a été mise au point il y a très très longtemps, mais qui, d'après la même base Agreste, est utilisée. La confusion sexuelle, ça consiste à perturber les papillons qui pondent leurs œufs dans les pommes et les poires avec des phéromones émises par les femelles qui font qu'ils sont incapables de trouver leur femelle, et par conséquent, il n'y a pas de ponte. Donc, il y a moins de ponte. Donc ça a quand même fait ses preuves dans un certain nombre de cas. Et je vois qu'en 2011, ça représentait 4% des exploitations utilisant ça dans les deux systèmes. Dans les deux systèmes, aussi bien en conventionnel qu'en bio. Alors je me dis, où est le progrès ? Si on prend les statistiques des résidus qui ont été interprétés à l'envers par l'équipe d'Élise Lucet dans un célèbre passage qu'on a entendu sur Antenne 2, si je ne m'abuse, ou sur Arte. Oui. On a 3 ou 4% de dépassement des seuils autorisés en conventionnel, quand même 2% chez les bio aussi, ce qui tout de même interpelle, parce que là, c'est les seuls résidus qu'on recherche, c'est des résidus de produits dits de synthèse. Alors bon, 4% dans les conventionnels et 2% pour les bio, c'est pas quand même un résultat gigantesque pour le bio. Et ces résultats, je dis, sont presque miraculeux dans l'ambiance de traitement qu'on connaît. Mais le problème des résidus n'est pas le seul. Les premières victimes, j'aurais tendance à le dire, les seules, quand même, c'est d'abord les agriculteurs pour les produits phytosanitaires. Ce n'est pas les consommateurs, du moins on ne l'a jamais démontré clairement. Alors à quoi ont servi les dizaines de modèles de prédiction qui ont été développés et ont fait leurs preuves en France, en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Canada, aux USA, au Japon, en Suisse, en Autriche, et j'en oublie certainement. Ce n'est pas un problème français, c'est un problème international. La pharmacie, la phytopharmacie, je ne vais peut-être pas faire plaisir à André en disant ça, mais la phytopharmacie, la pharmacie des plantes, c'est une pharmacie sans médecin. Alors ceux qui ont parlé tout à l'heure des problèmes pharmaceutiques, imaginez une pharmacie sans médecin dans laquelle on passe directement du producteur au pharmacien, sans aucun avis, et on achète librement. C'est quand même la situation étrange dans laquelle nous sommes. Et là-dessus, jamais aucune organisation écologiste n'a élevé le moindre mot ni la moindre discussion sur ce problème-là. Je trouve ça un peu étonnant. Alors je dis science inaudible parce qu'il me semble qu'on écrit sur le sable. On a travaillé pendant 40 ans pour faire des choses comme ça, et puis ça ne sert à rien. Bon, c'est un peu embêtant quand même. Je sais bien que les progrès sont lents à passer dans la vie courante. Et on a, je crois, un gros problème de prescription de la pharmacie des plantes. Du coup, un certain manque de technicité dans ce domaine, et du coup, on est dans un système de gaspillage, avec de plus des conséquences sur l'environnement, plus de conséquences sur l'environnement que sur la santé publique, d'ailleurs, à mon goût, sauf des agriculteurs, éventuellement.
Et je me dis, par exemple, question, comment est-il possible que les avertissements agricoles aient été retirés au service de la protection des végétaux en 2009 pour être confiés à on ne sait pas qui? Le seul truc national qui permettait un peu de contrôler l'utilisation des pesticides de façon raisonnée, on l'a supprimé. Et à part les organisations agricoles, parce que là j'ai épluché la presse, personne n'a râlé sur ce... Surtout pas les écologistes. D'accord. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Voilà. Donné on ne sait pas à qui, en particulier aux chambres d'agriculture, et je suis désolé d'introduire un terme un peu politique dans ce discours qui jusqu'à présent a évité de l'être, c'est-à-dire que c'est une privatisation des avertissements agricoles. Est-ce que ça a avancé depuis 10 ans? Je n'en sais rien. J'ai encore une fois eu beaucoup de mal à reprendre les statistiques, mais elles existent vraisemblablement quelque part. Simplement, sur le web, on trouve tout ce qu'on veut, à condition d'y passer beaucoup de temps quand même, hein, quand on cherche quelque chose de précis. Où en est-on pour le riz doré? Yvette. Oui, alors pour le riz doré, je pense que vous savez que c'est une capacité du riz à éviter des maladies très fréquentes, d'un riz OGM, à éviter une maladie des yeux qui est très fréquente dans les pays du Sahel, maladie des yeux qui peut aussi devenir beaucoup plus grave et entraîner la mort d'enfants ou de jeunes adultes. D'après les informations que j'ai, il serait sur le point d'être autorisé. Il serait sur le point d'être autorisé. Alors pourquoi est-ce que c'est si long? C'est une transformation génétique qui est complètement libre de droit, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun brevet posé sur ce transgène. C'est une transformation génétique qui a été introduite ou qui est en cours d'introduction dans les riz cultivés dans les pays où on a besoin de ce riz doré. Malheureusement, la plupart des essais ont été détruits par Greenpeace. La plupart des essais ont été détruits par Greenpeace, ce qui fait que les évaluations n'ont pas pu être conduites jusqu'au bout. Alors pourquoi est-ce que Greenpeace s'acharne à détruire ces essais? Eh bien, on pense, alors peut-être qu'on a l'esprit mal tourné, mais on pense que s'il était démontré qu'une variété transgénique puisse apporter du bien pour la santé d'enfants, d'adultes, de jeunes adultes, à ce moment-là, le bienfait des OGM, toujours examiné au cas par cas bien sûr, serait démontré. Et Greenpeace est probablement tout à fait opposé à cette position. Voilà. Bon. Mais on me dit qu'il serait bientôt autorisé. Merci Yvette. Donc là, j'ai dans tout le paquet de questions, la question centrale donc, qui s'adresse à vous tous, c'est comment en finir avec la fausse dichotomie naturelle synthétique et bien-mal, le bien et le mal en agriculture. Quelles sont vos idées là-dessus? En passant, quand ça sera ton tour de prendre la parole, André, sur si tu peux dire un petit mot de l'impact pouvant être évoqué du glyphosate sur les abeilles, puisque tu es un spécialiste des abeilles. On va la prendre dans l'ordre inverse où on l'a déroulé tout à l'heure. Jean-Sébastien, tu commences? Et comme ça, on finira par André et qui mettra son petit mot sur les abeilles en plus. La chimie de synthèse est évidemment pas naturelle. Cela dit, tous les moyens de contrôle des ennemis naturels des plantes, à savoir des champignons, des champignons, des maladies et des insectes, sont tous des produits chimiques, qu'ils soient d'origine naturelle ou pas. Et je pense en particulier au pyrètre naturel, qui est homologué, que, si je ne m'abuse, en agriculture biologique. Je crois que la différence entre ça et un pyrétrinoïde de synthèse est relativement ténue. Et la grosse différence, c'est une différence de stabilité. C'est-à-dire que les pyrétrinoïdes de synthèse, c'est à peu près les mêmes molécules, enfin des molécules très voisines, mais qui ont une stabilité, une solidité plus importante que celle des dits produits naturels. D'accord. Christian? Mais l'agriculture, c'est artificiel. Hein. Le bien et le mal, je connais. Avec le micro.
Le bien et le mal, je connais. Je vais prendre un exemple très précis. Peut-être connaissez-vous le lac du Der-Chantecoq, un barrage-réservoir de la Marne qui a été créé il y a une trentaine d'années. Alors c'est mal parce que c'est un réservoir et ça crée des interruptions sur les rivières. Dans l'état actuel de la restauration écologique des rivières, c'est pas bien. N'empêche que ce lac de barrage est une des plus grandes zones humides de France, d'Europe même, et que c'est devenu un spot pour les oiseaux migrateurs. Les grues en particulier, les grues cendrées, des dizaines de milliers, parfois des centaines de milliers passent par ce spot et ça attire effectivement beaucoup d'ornithologues et beaucoup d'amateurs. Moi-même, j'y suis allé voir, c'est un très beau spectacle le matin. Bon, alors, ça a été consacré site Ramsar. Pour ceux qui connaissent Ramsar, c'est la consécration internationale de la protection de la nature, sur un site, je me répète, artificialisé, et complètement artificialisé. Site Ramsar, de protection de la nature. Mais quand on y réfléchit, on a détruit un bocage pour faire ce site de cette zone humide. Alors qui est-ce qui me dit que les oiseaux d'eau, c'est plus intéressant que les oiseaux des champs? Sur quelle base scientifique peut-on dire que c'est plus intéressant d'avoir ce spot d'oiseaux d'eau, alors que, par ailleurs, on dit que les oiseaux des champs disparaissent? Voilà, moi je n'ai pas de réponse, si ce n'est que le lobby des ornithologues est très puissant. De même que le lobby des pêcheurs à la ligne est très puissant. Et c'est eux qui font la politique environnementale, bien sûr. Voilà, la réalité, elle est là. Ce n'est pas des problèmes éthiques, esthétiques ou tout ce qu'on veut, c'est le lobby de ceux qui ont des intérêts particuliers. Je travaille sur la restauration écologique des rivières, c'est la pêche à la truite qui est quand même, qui motive à l'heure actuelle toute la restauration des rivières. Le reste, on s'en fout. On se fout des autres espèces en danger, comme la mulette perlière, etc. On ne veut que restaurer les spots pour pêcher la truite. Donc voilà, nous sommes dans une situation où le bien et le mal, alors je dirais aussi que c'est l'héritier de toute cette pensée selon laquelle la nature est en équilibre et que quand on perturbe la nature c'est pas bien, quand on recrée la nature telle qu'elle était, c'est bien. Je veux dire, c'est un peu c'est manichéen tout ça. Mais derrière ça, il y a quand même, il faut savoir que c'est quand même des lobbies qui mènent à l'heure actuelle des politiques environnementales. Je veux dire, le Grenelle de l'environnement, c'était manifestement, c'était pas les scientifiques, c'était les ONG et les mouvements conservationnistes. Merci Christian. Yvette? Oui, alors je reviendrai sur ce point. C'est vrai que perturber la nature, c'est pas bien, et perturber le génome, ce n'est pas bien non plus. Alors, je vais prendre l'exemple de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique veut diminuer, enfin se passer de produits phytosanitaires de synthèse et cultiver sans traitement. Un certain nombre de transformations génétiques, et en particulier avec les nouvelles biotechnologies qui arrivent, permettent d'envisager de créer des plantes qui sont tolérantes aux maladies, donc qui n'ont pas besoin de traitement pour telle ou telle maladie. Je rappelle que, sans parler de NBT, même avec la transformation génétique que l'on connaît, les îles Hawaï, c'était dans le film, là, ont pu recommencer à cultiver, à exporter des papayes qui étaient attaquées par un virus. Mais les papayers transgéniques ont permis de renouveler cette culture et même de protéger les papayers voisins qui n'étaient pas transgéniques. Donc voilà, le bien, le mal. Pourquoi est-ce que l'agriculture biologique, qui ne serait pas capable de nourrir le monde, ne veut pas utiliser des méthodes de biotechnologie moderne? Pour moi, ça reste quelque chose qui est complètement inexpliqué. Et je crois aussi qu'il y a cette volonté de beaucoup, en particulier dans ceux qui consomment l'agriculture biologique, ceux qui pratiquent l'agriculture biologique, de ne pas voir que dans peu de temps, nous ne serons plus capables de nourrir le monde si nous n'augmentons pas la production de nos cultures. Merci. Merci Yvette. André, il te revient de clôturer cette table ronde. Oui, alors, moi, je n'oppose pas agriculture biologique et agriculture conventionnelle. L'agriculture biologique apporte beaucoup sur les problématiques des sols, de gestion des sols. Et il y a beaucoup de choses à apprendre de l'agriculture biologique. Donc je ne vais pas opposer l'un à l'autre. Ce n'est pas du tout mon propos. Si je reviens à la protection des cultures, il n'y a pas de bien et de mal.
il y a des bonnes solutions et il y a des moins bonnes solutions. Qu'elles soient biologiques ou qu'elles soient chimiques, ce que j'ai essayé de faire comprendre, c'est que une solution biologique peut être plus dangereuse qu'une solution chimique de synthèse. Il faut bien comprendre ça. On a parlé, Jean-Sébastien a parlé du cuivre et du soufre. Actuellement, la consommation de cuivre et de soufre en France a doublé. Moi, mettre du cuivre partout, je ne trouve pas ça être une bonne solution. Pourtant, c'est une solution de l'agriculture biologique. Juste pour vous dire, cette année, ça a été une grosse année à mildiou sur la vigne. Les viticulteurs, en bio, ont traité 15 fois. Parce que le soufre marche pendant 7 jours. Enfin bon, le cuivre, pardon, marche pendant 7 jours. Ils ont traité 15 fois en moyenne. Les agriculteurs conventionnels ont traité 8 fois. Ben moi, entre 8 fois d'un fongicide qui a été évalué, dont on connaît les impacts, les risques, etc., eh ben, je préfère ces 8 interventions-là aux 15 interventions de cuivre. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas de bonne et de mauvaise solution. Puis ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on a l'impression que le cuivre, le soufre, c'est quelque chose de naturel. Mais le soufre, il vient de la pétrochimie, c'est de la synthèse. Le cuivre, c'est du sulfate de cuivre, c'est de la synthèse. Donc où est la limite entre ce qui est synthétisé en chimie organique et ce qui est synthétisé en chimie minérale? Voilà. Donc il n'y a pas de limite très claire. Puis je termine avec les abeilles. Donc le glyphosate sur les abeilles. Alors la toxicité directe, bon déjà c'est pas terrible de traiter des abeilles d'une manière générale. Donc il n'y a pas de toxicité directe très importante. Un des inconvénients du glyphosate, c'est que ça fait disparaître les fleurs. Et le gros problème des abeilles en France, c'est le manque de fleurs. Quand vous regardez les campagnes, eh ben, si vous êtes une abeille, vous sortez de la ruche, pour trouver la première fleur, eh ben, il faut faire des fois des kilomètres. Et donc ça, c'est un des gros problèmes de l'agriculture française, c'est de remettre des fleurs dans le paysage. Et puis, le dernier point, on a parlé des résidus dans le miel, des résidus de glyphosate. Alors moi, je suis producteur de miel, donc je ne voudrais pas que vous arrêtiez de consommer du miel à cause des résidus de glyphosate. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est plusieurs centaines de kilos par jour de miel qu'il faut que vous mangiez, ce qui me plairait beaucoup d'ailleurs, avant de commencer à avoir des effets du glyphosate sur votre métabolisme. Et puis je terminerai avec une phrase de Marie Curie qui est je pense, dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour être informé des prochaines conférences AFIS en ligne, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Sciences et Pseudosciences en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone AFIS Sciences. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, au revoir.